Tu me le, tu me le dis si tu le vois parce que c'est la marque c'est bon. de démarrage de l'enregistrement. Bon. Alors, la vidéo donc, que j'ai choisi de vous présenter porte le titre « Peut-on se libérer des relations toxiques ou dysfonctionnelles ?» Et c'est donc ce que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui avec Fabienne, qui est mon invitée. Alors, bonjour Fabienne. Déjà, bonjour à tous. Merci Laure de m'inviter sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir que je t'invite parce que c'est vrai que j'avais déjà prévenu en tout début d'année le fait de se pencher beaucoup plus sur les personnes qui vivent des relations dysfonctionnelles, parce que bon, tu connais le thème de ma chaîne, on parle beaucoup de pervers narcissiques, mais ce n'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de parler de comment on peut se libérer. Est-ce que c'est possible de se libérer de ces relations dysfonctionnelles? Et donc voilà, je souhaitais donc t'inviter. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Tu es thérapeute, mais je pense que tu es la meilleure personne pour pouvoir parler de ce que tu fais. Quels sont tes outils, etc. Alors, oui, moi je suis donc thérapeute en psychologie énergétique. J'ai déjà, il y a longtemps, fait une formation en tant qu'infirmière en psychiatrie, donc avec des tonnes et des tonnes de cours à la fois psy et à la fois psychiatriques, très, très élaborés. Et puis, j'ai arrêté cette profession parce qu'elle n'était pas suffisamment complète et holistique, à mon sens. On donnait beaucoup trop de médicaments. Voilà, ça m'appartient. C'est ce que je ne suis pas trop fan des médocs à outrance. Et voilà. Et donc, j'ai fait autre chose entre-temps. Et je suis revenue à mes premières amours. J'ai fait une formation en tant que praticienne, en fait, thérapeute en psychologie énergétique. Voilà. J'ai pas mal de patients qui font un travail sur du court, du moyen ou un peu plus long terme. Ça dépend de pourquoi ils viennent. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller vers les thérapies énergétiques? Qu'est-ce que tu as pu trouver quelles sont les différences? Parce que entre les thérapies classiques, psychothérapie, psychanalyse, etc., que tout le monde connaît, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de t'orienter vers ces méthodes-là? Et qu'est-ce qu'elles ont de spécifique justement? En tout cas, moi je peux parler de mon expérience déjà, parce que ça a vraiment fonctionné sur moi. Moi, j'ai un parcours extrêmement chaotique, une enfance très chaotique, une adolescence chaotique, et ça a suivi avec des schémas de répétition, etc. Et j'ai bien sûr entamé une thérapie il y a très longtemps en thérapie orale, ce que tout le monde connaît. Alors, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même, j'ai compris tout un tas de choses, beaucoup de cognitions que j'avais. Mais en aucun cas, ça a pu me délivrer j'avais de la dépression, je faisais une dépression chronique. Ça m'a délivré de ma dépression et surtout, ça ne m'a pas empêché de répéter mes schémas. C'est-à-dire de répéter un dysfonctionnement. Je comprenais ce qui se passait, mais je ne savais pas comment arrêter tout ça. Alors, donc, justement, t'arrêtes juste un tout petit peu là. Tu parlais de schémas. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de schémas? Oui, bien sûr. Alors, ça, on le verra peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais ça peut donner... en fait, alors, je vais peut-être finir déjà. D'accord, je te laisse terminer. On parlera peut-être des schémas un peu plus tard. Donc, effectivement, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des solutions en ce qui me concerne parce que je n'arrivais pas à me sortir de tout ça. Et puis très tardivement dans ma vie, plus tardivement dans ma vie, pas très, mais plus tardivement dans ma vie, j'ai expérimenté la psychologie énergétique avec ces différents outils. Et aujourd'hui, en fait, je me suis beaucoup intéressée à la médecine quantique, voilà, et qui m'a permis de me sortir de mes problématiques à 100%.
Aujourd'hui, je suis absolument plus dépressive. Donc ça, c'est victoire. Hein. Quand on est dépressif depuis l'enfance, c'est juste innommable. Ouais. J'ai pu ressortir beaucoup de choses de mes répétitions. Voilà, j'ai pu comprendre et sortir de ces schémas répétitifs. Et puis surtout, je me sens beaucoup plus légère parce que la psychologie énergétique, en fait, elle va libérer sur le plan énergétique, c'est-à-dire dans ces corps énergétiques, les énergies bloquées. Parce que les énergies, elles sont bloquées à la fois dans le subconscient, mais elles sont bloquées aussi dans son système énergétique. Et c'est ça qui est important, parce qu'on vient vraiment libérer dans le système énergétique des dysfonctionnements, des sources de contraintes qu'on peut avoir et on traite également ce qui a été traité. Et ça, je mets un point d'honneur je l'expliquerai peut-être plus en détail, les inversions psychologiques. Ça, c'est une des techniques en psychologie énergétique qu'on aborde, c'est-à-dire toutes les parts inconscientes de moi qui m'empêchent de me libérer de tous mes blocages. Voilà. Donc voilà, en gros la raison pour laquelle je suis devenue thérapeute en psychologie énergétique, parce que déjà, ça a très bien fonctionné pour moi, et ça fonctionne sur des centaines et des centaines et des milliers de patients qui ont essayé beaucoup de choses. Alors, la psychologie énergétique, c'est en fait une thérapie qui aborde en fait les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, associées à la psychologie énergétique, donc qui comporte l'EFT clinique. Pourquoi clinique? Parce qu'elle a été randomisée, expérimentée, randomisée avec toujours les mêmes protocoles, et c'est sur cette base-là qu'on s'appuie, que ce soit les médecins psychiatres qui l'utilisent, que ce soit les psychothérapeutes, les psychopraticiens ou les psychologues en tout genre. Bref, on a tous le même protocole, et c'est là-dessus que la science s'est basée pour les résultats que nous avons. Donc c'est prouvé, hein, scientifiquement, ça ne sort pas du chapeau, que ça fonctionne. Voilà. Alors, ça fonctionne sur les dépressions, ça fonctionne sur les phobies, ça fonctionne sur toutes sortes de peurs, ça fonctionne sur les troubles anxieux, de toutes sortes. Et on y associe dans cette démarche thérapeutique la thérapie des schémas. Pas toujours, mais c'est en tout cas pour ce dont on parle et le thème dont on aborde, c'est important, la thérapie des schémas. Alors les schémas, il y en a 18 items, hein, il y en a au nombre de 18. Alors, on en a un certain nombre, tous, qui se sont construits en fonction, et je donnerai après quelques exemples, qui se sont construits en fonction de notre éducation, hein, nos parents, ce que nous ont légué nos parents, le transgénérationnel aussi, on vient dans cette vie avec des mémoires transgénérationnelles. L'éducation également, hein, l'éducation, donc tout ça a la personne qui se construit et l'enfant qui se construit un certain nombre de schémas qui sont, pour la plupart, souvent, en tout cas pour ceux qui viennent me voir, totalement dysfonctionnels. Alors il y en a qui sont adaptés, il y en a qui ne sont absolument pas dysfonctionnels. Et c'est ça qu'on va venir repérer. Alors, les schémas d'abandon, d'instabilité, de rejet, de méfiance, d'abus, d'imperfection, de honte, d'isolement social, etc., de dépendance, d'incompétence. Bref, il y en a pas mal. Donc, on va les repérer. Et cette thérapie, en fin de compte, elle vient, et ça, j'insiste bien là-dessus, elle vient, c'est pas... Alors, bien sûr, on va repérer les croyances, les cognitions, toutes les comportements dysfonctionnels, mais
on va surtout se reconnecter le patient à son corps. Et ça, c'est Oui. super important parce que le corps a toutes les mémoires. Oui, tout à fait. Personnelles et transgénérationnelles. Donc ça, c'est ce qui fait toute la différence avec les méthodes de thérapie classiques dont on parlait, où finalement on ne fait que verbaliser des situations de notre passé, alors que là, on va vraiment chercher le ressenti, enfin l'émotion quand on parle d'un trauma. Donc je précise quand même que je suis suivie par toi, hein. Donc je sais de quoi retourne finalement cette manière d'aborder finalement un trauma. Effectivement, quand on va chercher l'émotion, ça c'est juste pour apporter, disons, comment dire, alimenter ce que tu dis, puisque je l'ai vérifié et ça fait toute la différence quand on va vraiment à la rencontre de l'émotion et du ressenti. Parce que effectivement, oui, comme tu disais, le corps sait et se souvient. Ouais. Il a tout en mémoire. Le problème des cognitions, donc elles vont un peu fausser les choses. Surtout quand on vient travailler sur des problématiques anciennes et notamment enfants. Oui. L'enfant, on va aller chercher donc dans le corps, donc au niveau de l'émotionnel, les blocages. Ça peut être des blocages au niveau de la gorge, ça peut être des blocages au niveau du diaphragme, ça peut être des blocages un peu partout. Enfin, ça dépend. C'est des courants, hein, des blocages qui vont et on va aller chercher donc par rapport au ressenti dans le corps, l'émotion qui jaillit. Hein, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est voilà. Alors, est-ce que cette émotion, elle jaillit systématiquement justement quand tu accompagnes quelqu'un? Je pense que c'est important aussi de le dire. Est-ce que c'est systématique quand on se reconnecte avec un trauma, de réussir justement à faire rejaillir, pardon, tiens par exemple ma gorge. Est-ce que tu es avec moi tout le temps? Oui, oui, oui. Oui, j'ai. Oui, alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont eu des traumas très lourds et qui se sont un peu dissociées de leurs émotions parce que c'était trop souffrant à l'époque, trop difficile, et ils se sont un peu coupés de leur émotionnel pour pouvoir survivre en fait, hein, pour pouvoir survivre et continuer à vivre entre guillemets à peu près normalement. Hein. Oui, oui. Donc là, on a d'autres techniques comme Matrix Replanting, où on vient en fait réencoder la matrice, c'est-à-dire qu'on va travailler avec cette partie dissociée de l'enfant, cette partie donc figée dans le passé, figée, cette partie congelée, un peu figée, qui fait que la personne s'est dissociée, et on va reprovoquer cette dissociation entre guillemets, mais en étant tout en sécurité bien sûr, pour libérer la partie figée et la mémoire qui s'y rattache. Hein. Donc ça crée une nouvelle image, une nouvelle ressource. Alors bon, on travaille en fait à trois, c'est-à-dire qu'il y a l'écho de la personne, c'est-à-dire elle quand elle était enfant, ou adolescent, ou adulte. Hein, si c'est une problématique beaucoup plus récente, ça peut être pas forcément dans l'enfance, on peut l'utiliser à tout moment de la vie. Donc son écho au moment T de la problématique. Le patient, lui, devient le thérapeute de son écho, donc du moment, de l'instant qui a été figé dans le passé. Et moi, thérapeute, je suis le thérapeute de l'ensemble, en fait, du patient. Donc, c'est une relation à trois. Et on va donc effectivement, là c'est extrêmement puissant, parce que justement les personnes qui sont un petit peu dissociées de leurs émotions, et ben là on va pouvoir les reconnecter relativement facilement, beaucoup plus facilement que d'aller chercher la vulnérabilité, hein, cette partie vulnérable, parce que cette personne qui s'est coupée de ses émotions
ne veut pas montrer cette vulnérabilité parce qu'elle a été souffrante, parce qu'elle n'a pas été entendue, parce qu'elle n'a pas été comprise. Et donc, cette méthode-là va permettre effectivement de se connecter aux émotions qui sont restées bloquées pendant. Non, c'est très puissant. C'est très puissant. Ce qui peut interpeller aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est est-ce que quelqu'un qui a vécu un trauma et que ça remonte à plusieurs décennies, 3, 4, 5 décennies, est-ce qu'elle a autant de chances justement de pouvoir se libérer qu'une personne qui veut, qui est beaucoup plus jeune et qui fait la démarche de travailler ses difficultés, ses traumatismes? Absolument, il n'y a pas de, c'est pas parce que le trauma est plus ancien qu'on ne peut pas venir le libérer. D'accord. C'est absolument. Alors, les auditeurs doivent se demander pourquoi on parle de trauma. Parce que, oui. Ou en fin de compte, moi, je vis des relations dysfonctionnelles. Pourquoi on vient me parler de trauma? Alors, bien souvent, donc j'assiste, hein, je réponds à ta question, mais c'était pour ne pas oublier. Bien sûr que ça ne dépend pas du temps. Peu importe le temps, la personne qui vient me voir, elle a 70 ans. Elle s'est passé un gros événement dans sa vie, un gros trauma ou quelque chose de vraiment important, qu'elle a envie d'un deuil, par exemple, une perte de quelqu'un, etc. On peut tout à fait l'en libérer. Ça, c'est pas un souci. Et souvent, il y a des dysfonctionnements, des modes opératoires, des modes adaptatifs que l'enfant a appris, en fait, pour ne pas souffrir, pour pouvoir s'adapter à la situation, même quand elle est très dysfonctionnelle, notamment dans l'enfance avec ses parents ou je ne sais quoi, enfin surtout avec ses parents. Hein, il y a des choses un peu, enfin même très pernicieuses qui, en fait, font que la personne va développer un certain nombre de schémas dysfonctionnels dont je parlais tout à l'heure, hein, et qui vont être totalement inconscients pour la personne, totalement inconscients, et elle va se prendre les pieds systématiquement dans le tapis et va faire en sorte, elle va être attirée systématiquement par des personnes dysfonctionnelles parce que c'est la seule chose qu'elle connaît. Même si ça peut paraître totalement aberrant. J'espère que je vais t'entendre à nouveau. Ah, la connexion est interrompue. T'es là? Oui, je suis là. Oui, il y a eu un petit bug. Alors, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ben, justement, moi j'avais envie justement qu'on crée le pont entre eux, parce que beaucoup de personnes se posent la question, elles revivent des schémas répétitifs dans leurs relations. Hein. Bon, là, ici, on parle beaucoup de relations toxiques, on ne parle pas des PN, je le redis encore, parce que ça inclut vraiment toutes sortes de profils. Hein. Il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont toxiques, donc on englobe dans relations dysfonctionnelles. Pourquoi les personnes ont des schémas répétitifs et comment elles peuvent établir le lien entre la répétition de leur schéma, même si elles l'ont vécu peut-être qu'une seule fois, ce schéma de relation dysfonctionnelle, quel pont on peut faire entre ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire dans l'histoire de la personne, et comment ça va se traduire dans sa vie, qu'est-ce qui crée le lien entre la souffrance qui est vécue en tant qu'adulte et pourquoi ça se répète et pourquoi on ne peut pas l'arrêter. Voilà. Alors, on ne peut pas l'arrêter parce que c'est inconscient. Hein, voilà. Et tant que la personne ne prend pas conscience du pourquoi elle attire ce genre de personnes, ben, on ne peut pas l'arrêter. Ça, et ça, elle ne peut pas le faire seule. Ce n'est pas simplement le fait de le comprendre, en fait, parce que l'idée, c'est que beaucoup de personnes sont conscientes de ce qui leur arrive. Oui, mais elles sont conscientes qu'elles répètent des relations dysfonctionnelles, mais elles ne sont pas conscientes de la cause, de la racine de leurs problèmes. Voilà, c'est ça. Hein, donc, on va aller chercher dans ces thérapies, bien entendu, la racine des problèmes. Il peut y en avoir plusieurs. Et on va aller chercher dans la mémoire du passé les racines qui font que la personne
attire ce genre de relations dysfonctionnelles. On voit bien, par exemple, que quelqu'un qui a, par exemple, dont le père a bu, peut, pas toujours, mais peut, et c'est souvent que ça arrive comme ça, rencontrer des hommes qui boivent. Parce que l'enfant s'est construit sur, pour lui, une normalité, même si adulte, il pense que c'est dysfonctionnel. Pour lui, c'est ce qu'il connaît. Donc, dans son système énergétique, c'est ce qu'il va renvoyer. C'est ce qu'il va attirer. Si vous connaissez la loi de la résonance, la loi de l'attraction, eh ben, on attire ce qu'on est en soi. Donc, pour ne plus raisonner ce qu'on est en soi, eh ben, il va falloir libérer tout système énergétique qui est bloqué dans des choses totalement dysfonctionnelles, mais déjà qui datent de l'enfance, qui datent de choses, voilà, qui sont. On va les repérer les problèmes racines, et on va et on va travailler sur les schémas. Donc c'est pour ça qu'on parle de programmation, Fabienne, en fait. On peut parler de programmation. Ça. La personne, elle s'est programmée à attirer ce genre de personnes, inconsciemment. Le corps reconnaît un dysfonctionnement et s'est habitué, même si c'est très dysfonctionnel dans son passé, s'est habitué à ça. Et c'est un conditionnement. Donc, voilà, et c'est pour ça qu'un conditionnement de souffrance, même si la personne se dit je ne comprends pas, je souffre, mais je continue à aller dedans et je continue à le vivre. Donc ça prouve bien qu'il faut vraiment dissocier le fait de vivre un schéma qui fait souffrir et le fait d'être en désaccord avec ça, parce que je veux dire, dans la logique, il n'y a personne qui a envie de souffrir. Il n'y a personne qui a envie de se mettre dans une situation où consciemment, je vais me mettre en souffrance. On a tous envie de légèreté, d'harmonie. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question, ça me fait mal, mais j'y vais quand même. Donc, tout ça, ça part de la programmation. Tout ça, ça parle de la mémoire qui est vraiment inscrite dans le corps. C'est ça, c'est vraiment un conditionnement. Et donc la personne ne pourra sortir si elle a envie, attention, ne pourra sortir de ces dysfonctionnements que si on vient chercher les parts inconscientes de la personne dans ces problématiques. Parce que faut bien savoir qu'on a 95% d'inconscient et que 5% de conscient dans notre psyché. Donc c'est juste énorme. Donc, c'est tout à fait possible, mais il y a un travail. Il y a un travail. Ouais, c'est ça. C'est pas imaginable de pouvoir le faire seul. Il faut qu'il y ait une aide extérieure qui vient appuyer là, qui vient trouver les problèmes racines. Ah oui. On va aussi aller explorer l'attachement de l'enfant. Quel attachement a-t-il eu avec ses parents ou à ses figures d'attachement, peu importe. Oui, donc ça, c'est ce qui détermine. C'est l'attachement, la nature de l'attachement avec la famille qui va déterminer le type d'attachement qu'on va nouer et qu'on va avoir avec les personnes dans nos vies, que ce soit nos vies affectives, relationnelles, sociales. C'est bien ce que tu me disais. On va souvent reproduire, effectivement, tant qu'on n'a pas pris conscience. Quelqu'un, par exemple, qui a été avec une mère très dominatrice, très contrôlante, très, autoritaire et voire toxique, et ben, la personne va retrouver ça dans son conjoint. Ouais, c'est ça. Voilà, donc elle va être attirée inconsciemment par le même modèle. Donc tant qu'elle n'aura pas libéré tout ça, elle va sans arrêt attirer pour elle essayer de se libérer. Ouais. Donc il y a une forme de fuite, et c'est pas parce qu'on rompt la relation que ça ira mieux. Ouais, c'est ça. C'est sauter pour... Reculer pour mieux sauter. Voilà, c'est ça, merci. C'est reculer pour mieux sauter.
et on va recommencer inévitablement. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir ce travail, cette introspection, ce recul, et qui, encore une fois, ne peut être fait qu'accompagné. Voilà, et qui part vraiment de la décision, mais profonde et consciente de, eh bien, je suis obligée d'aller chercher des parts qui sont, comme je le dis souvent, qui sont pas très confortables à aller expérimenter, ou je ne sais pas si c'est le terme est adéquat, mais je dirais que, ouais, franchement, c'est pas confortable, c'est vrai, mais c'est la condition qui permet d'aller mieux, et faut avoir le courage d'aller là, quoi. Et on n'est pas tous enclins à cette démarche, à cette décision qu'on prend à un certain moment ou qu'on prendra peut-être jamais, hein, tout dépend de ce qu'on a choisi, puis peut-être aussi du niveau de notre souffrance ou de notre capacité à accepter de continuer à peut-être expérimenter quelque chose qui nous fait mal. Après, chacun a son destin. Après, ça relève, je ne sais pas moi, d'un autre niveau, peut-être plus spirituel, hein, j'en sais rien. Hein, mais si vraiment on a vraiment choisi d'aller bien, c'est vrai que le fait de prendre cette décision, ça induit quand même une certaine forme d'engagement. Et moi, je le vois à travers le travail que je fais avec toi, parce qu'il y a du travail à la maison qui n'est pas spécialement trop impliquant, mais qui demande quand même une forme de rigueur. Et je trouve ça bien, parce que ça met quand même toujours dans l'énergie du travail. Et puis, de se dire aussi que le travail, on ne peut pas le remettre au thérapeute. Le thérapeute, il accompagne, tu m'accompagnes, mais en même temps, il y a des choses que je fais à mon niveau et que toi, tu ne peux pas faire à ma place. Je pense que c'est important de le dire, pas tout remettre dans les mains le pouvoir au thérapeute. C'est ça. C'est ça. Il y a une implication certaine. Alors, c'est 5 minutes par jour. Hein. Donc, moi, je donne de ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. C'est-à-dire, quel était mon modèle quand on a repéré les schémas, quand on a repéré les problèmes racines, etc. Mon modèle était celui-là. Comprendre qu'enfant, ce modèle-là, c'était une façon de survivre pour lui ou pour elle, et que, eh bien, aujourd'hui, adulte, j'ai des ressources. Maintenant que j'ai conscientisé, maintenant que je sais ce qui se passe au niveau cognitif, il va falloir continuer à travailler le système énergétique, c'est-à-dire ce fameux système, ces fameuses mémoires qui sont engrangées dans le système énergétique, et on va le désengranger sur une répétition tous les jours jusqu'à la prochaine séance de restructuration cognitive, qui sont mêlées avec les inversions psychologiques, c'est-à-dire on va travailler dans le système énergétique pour aller déraciner, si je puis dire, déloger ces mémoires, hein, qui sont engrammées dans le corps. Des croyances, en fait. Alors oui, il y a des croyances, bien sûr, erronées, il y a tout un tas de choses dysfonctionnelles, il y a tout un tas de pensées sur soi-même, sur les autres, le fait, par exemple, d'avoir honte, le fait d'être dans la peur, c'est trop général. Les aversions psychologiques, elles sont données en fonction de ce qui s'est déroulé durant la séance. Donc, elles sont propres à chacun et suivant son histoire. Alors, bien évidemment, on retrouve beaucoup de choses, puisque les schémas, en tout cas pour les relations dysfonctionnelles dites toxiques, on retrouve plus ou moins les mêmes schémas chez plus ou moins toutes les mêmes personnes. Hein. Voilà, la dépendance affective, la dépendance affective en fait absolument partie. Voilà. Ouais. Donc, il est important effectivement dans le travail d'avoir ce travail-là sur la restructuration cognitive et travailler ces fameuses inversions psychologiques sur du long terme. Et puis, c'est des documents que la personne a toute sa vie, donc elle pourrait y revenir. Là, moi, j'ai une patiente qui vient de m'envoyer un mail. Elle a voulu stopper sa thérapie pendant 3 mois parce qu'il s'est passé tout un tas de choses. Elle déménageait, enfin voilà. Elle me dit, je reprends la restructuration cognitive.
Donc, elle les a eues antérieurement avec moi. Ouais. Et elle les retravaille et elle va refaire des séances un peu plus espacées. Après, on peut faire des séances un petit peu plus espacées. Mais voilà, elle a bien conscience elle le dit, hein, qu'elle a changé véritablement parce qu'une thérapie, elle fonctionne quand il y a des résultats, et notamment au niveau du comportement. Ouais, c'est ça. Alors, puisque tu parlais de rythme de thérapie, comment tu l'as conduit ta thérapie? De quelle manière il est bon quand on s'engage, notamment avec toi? Comment ça se passe? Alors, au début, moi, je préconise quand même une fois tous les 15 jours. Il y en a qui veulent aller très vite et qui veulent prendre une séance par semaine. Ça arrive. Alors, ça peut arriver quand la personne, je vois qu'elle est suffisamment, je dirais pas forte, mais qu'elle a suffisamment déjà pris de recul. C'est des gens souvent qui ont déjà fait des thérapies antérieurement, mais qui ne sont pas sortis de leurs problèmes et qui ont déjà compris beaucoup de choses. Mais qui veulent vraiment se libérer d'un point de vue énergétique plus rapidement. Voilà, je mets un bémol là-dessus. Moi, je préconise davantage plus tous les 15 jours. Parce que c'est important de laisser un espacement de 15 jours pour pouvoir... non, mais il faut intégrer, hein. Il faut intégrer, hein, parce que voilà, entre 2 séances, 2 semaines, parfois ça passe très vite et il se passe beaucoup de choses. Parce qu'il y a quand même des réactions derrière, il faut quand même le dire, hein. Quand on fait émerger, comme bon, ça a été le cas avec moi quand on a travaillé ensemble, une émotion très lourde, quelque chose qui était très ancien et au niveau énergétique, ça peut provoquer des fatigues, ça peut provoquer des réactions peut-être même de déprime, des moments où il y a une espèce d'apathie qui est très forte. Donc, le fait de conduire une thérapie une fois par semaine, est-ce que ça peut être plus efficace? Non, il faut laisser le temps au temps et ça dépend de tout un chacun. Ce dont tu parles, les fatigues éventuelles, des souvenirs sur lesquels on a travaillé et qui reviennent après la thérapie. Alors, moi, je tiens à dire que c'est somme toute normal, mais ce qu'il y a de bien dans cette thérapie, c'est qu'il y a de l'auto-traitement derrière. C'est-à-dire qu'il y a les outils qui permettent de sortir de cet état de down un peu. Hein. On a été 3 jours un peu bien, puis après, faut que j'engrange tout ça. Et donc, il y a des outils pour pouvoir se libérer soi-même quand effectivement il y a quelque chose qui revient, une angoisse ou bien une tristesse ou bien une colère. Il y a les outils à la maison qui permettent de sortir de ça. Et si vraiment la personne a ce qui peut arriver dans des stress de choc post-traumatique, donc là c'est vraiment des traumas énormes, moi je suis là, je vais prendre la personne un quart d'heure et on va faire donc qu'est-ce que tu utilises? le tapping, hein, donc c'est à ça que je va donc utiliser ces fameux points d'acupuncture. Il y en a une quinzaine et on appelle ça on va tapoter, donc ça s'appelle le tapping. On va tapoter sur un certain nombre de ces points et on va venir informer la conscience de ce qui se passe par l'émotionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Je ressens de la tristesse, par exemple. Elle se passe où? Ça se passe éventuellement au niveau de la poitrine. Qu'est-ce que vous associez comme image ou comme événement éventuel, etc. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que pensent les autres, etc. Et là, c'est en séance. Et on va donc faire des rondes de tapping qui vont libérer à la fois la charge au niveau du corps et à la fois la problématique, à condition, je dis bien, de travailler sur la racine. Oui, c'est ça. Pas de juste tapoter pour tapoter. Hein. Oui. Si je fais du tapping sur une peur, si on ne sait pas d'où vient cette peur, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas de mal, mais ça ne sert à rien. Si la personne est dépressive, c'est qu'il y a des raisons.
hein. Donc, il faut aller chercher ces raisons, hein, et aller déloger toutes ces parts bloquées, ces émotions bloquées dans son corps également, hein, tout ce qui est bloqué. Il faut aller les chercher. Il faut en connaître la cause. Hein. Oui, on ne peut pas. Et donc, oui, pardon. Et donc, à la maison, et je finirai là-dessus, donc à la maison, il y a des outils qui permettent de, voilà, s'il y a une tristesse qui arrive, eh ben, l'accueillir. Hein, elle est là pour sortir et c'est bien. Elle est là justement pour s'exprimer, pour être entendue, pour être écoutée. Et elle est très contente, cette tristesse, d'être enfin entendue. Oui, voilà. Donc d'où l'intérêt en fait de laisser, de montrer ses émotions, enfin pas forcément de les montrer, mais de les accueillir et pas chercher toujours à les brimer en se disant oh là là, aujourd'hui je me sens pas bien, je peux avoir une colère, je peux avoir un sentiment de tristesse, je peux avoir au contraire une exaltation, mais bon, généralement sont souvent les émotions un petit peu celles qui sont dérangeantes, hein, qu'on cherche toujours à ne pas montrer, alors qu'en fait, grâce à ces techniques-là, on peut les exprimer et puis travailler avec, en fait. Et le but, c'est… Les exprimer et les déloger. Hein, et les déloger. Voilà. Parce que moi, j'insiste, hein, j'ai été dépressive chronique. Hein, donc, c'est juste énorme. Rien n'y faisait. Donc, on va à la racine des problèmes, ou des problèmes, et on se sent entendu, on se sent accueilli, on sent cette colère, cette tristesse, tout cet émotionnel-là qui n'a pas été entendu, bien souvent par des parents, hein, voilà, eh bien, elles peuvent enfin être libérées. Mais libérées, pas pour être libérées, mais libérées de leur cause première, leur racine. Et donc, le corps, l'intellect, enfin, à tous les niveaux, se dit ah, enfin on m'écoute, quoi. Enfin, je suis entendue. Hein. Ce petit enfant qui bien souvent n'a pas été entendu, n'a pas été écouté dans ses tristesses, dans ses problématiques, voire été battu, voire été voilà, il peut arriver tout un tas de problèmes. Enfin, ça peut sortir. Enfin, on peut être entendu dans les parts les plus souffrantes de soi-même. C'est justement ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles de ces émotions, en fait, derrière une émotion, il peut se cacher, en fait, c'est la face juste émergée de l'iceberg, mais à l'intérieur de cette émotion, en fait, derrière tout ça, il se cache tout un tas de racines. C'est ce qu'on découvre, en fait, quand on fait le travail. Parce qu'on ne peut pas juste dire, tiens, j'ai une tristesse, mais derrière cette tristesse, il y a un tas d'événements qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de travailler tous les uns derrière les autres, parce que c'est ça aussi, ce qu'il faut entendre, c'est ce qui est important à dire. Parce qu'on n'est pas obligé de passer en revue, en fait, tous les événements qui ont été traumatiques, qui ont fait l'objet de la tristesse, par exemple. Il suffit d'en traiter un ou deux, c'est ce que tu as expliqué. On va s'appuyer principalement sur les ressentis. Donc, c'est le corps, en fait, qui parle. Hein. C'est le corps qui parle et le corps sait. Donc, il va aller chercher par des images qui jaillissent, par des cognitions, par des ressentis, il va aller chercher ce qu'il faut. Voilà. Lui, il sait. Donc, c'est effectivement, on peut faire la relation entre une table avec plein de pieds sous cette table, et on va les dégommer les uns après les autres pour que le plancher de la table s'écroule, en fait. La problématique s'écroule, la problématique racine s'écroule. Donc, il y a des fois plusieurs petits maillons qu'il faut aller déloger du pied de cette table, hein, si on reprend l'exemple du pied de la table, il faut les supprimer pour pouvoir le socle de la problématique racine puisse tomber. Alors, effectivement, ce n'est pas toutes les problématiques qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher celles qui sont à déloger et qui ont provoqué le fait que la personne rencontre des relations souffrantes. Voilà. Oui, donc là, il n'y a que le patient qui sait, parce qu'il va émerger quelque chose lors de la séance. Et là, c'est
en l'occurrence le patient qui va trouver ou qui va laisser sortir quelque chose. Et c'est pas du tout mental en fait, hein, comme travail. Il n'y a rien de mental. C'est vraiment, tout est basé sur le ressenti, le côté Il y a un corporel. petit peu de mental, Oui, mais dans la recherche ou dans la compréhension des choses, ou si tu m'orientes vers telle et telle chose, évidemment, il y a le côté mental, mais le gros du travail, c'est vraiment le corps. C'est ce que le corps va faire ressurgir. Surtout avec Matrix, parce que, bien entendu, avec Matrix Replanting, hein, donc les parts, on va les soigner, donc les parts de l'enfant qui sont restées bloquées dans le passé, et figées. Ouais. Alors, et bien entendu, adulte, on peut tout à fait imaginer qu'adulte, moi je considère que cet événement, il était banal. Oui. Adulte avec les cognitions d'adulte, mais en aucun cas celle qu'a vécu l'enfant. Si celui-ci avait 2 ans, pour lui, ça a été extrêmement souffrant et il n'a peut-être pas compris ce qui se passait. Ouais. Donc, on va là reconnecter, on va le reconnecter à ses parts figées. Et donc, pas du tout, là, on ne veut surtout pas qu'émerge l'adulte qui, avec ses cognitions, comprend un certain nombre de choses. Encore une fois, on passe par le corps, et on passe par le corps de l'écho, c'est-à-dire les parts figées de l'enfant. Ah oui, non, mais ça, très puissant comme technique. Ou de l'enfant, ou ce que je disais tout à l'heure, ou d'un point, un événement clé adulte, hein, c'est pas uniquement... Et au niveau des comportements, est-ce qu'on peut soigner des addictions? Est-ce qu'on peut en venir à bout de certaines addictions grâce à ces méthodes psychocorporelles, ce que tu proposes? Alors, moi, j'aime bien partir sur des choses parlantes. Donc, je peux parler le cas d'une patiente. Il y en a plusieurs, hein, mais je peux parler de celui-ci. Cette patiente vient me voir, elle avait entre 20 et 25 kilos de trop. D'accord ? Elle avait un rapport à la nourriture... on pourrait appeler ça de la boulimie. Hein. Rien ne fonctionnait dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle est arrivée un peu rentrée, elle avait des relations interpersonnelles très souffrantes, elle n'osait pas s'exprimer, elle n'osait pas... voilà, un manque de confiance en elle énorme. Et elle vient pour me voir pour la perte de ses kilos. Alors moi, je lui dis que je n'étais pas forcément la bonne personne pour ça. Que par contre, si elle voulait faire un travail profond, de savoir quelle était la racine de son problème, eh bien, on pourrait effectivement aller chercher et explorer. Elle a été d'accord. Et la 3e séance, on démarre. Donc, au départ, je fais une anamnèse rapide. Après la 3e séance, on démarre. Et là, alors elle était présente. Je fais un test musculaire, on en parlera. Donc, un test musculaire pour savoir à quel moment la personne a eu... quel est le lien, en fait, au moment où elle a commencé à manger en quantité importante, dysfonctionnelle, et maintenant. Et je trouve une problématique à 6 ans. Alors, pour revenir au test musculaire, quand la personne est présente, c'est un peu comme la kinésiologie, on a tout dans le corps encore une fois, et on vient interroger le corps. Oui. Moi, je vais savoir à quel moment il y a eu cette problématique en lien avec celle-là. Et on peut en avoir plusieurs, hein, mais la racine, on va l'avoir assez rapidement. À distance, ça peut se faire aussi. Donc, moi, je le fais à distance, soit en test énergétique à distance, voilà, ou autrement, mais bon, peu importe, on peut aussi le faire à distance. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a une problématique à 6 ans. Et je dis, est-ce que vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans? Je sais pas. Et là, dans son histoire de vie, je regarde à 6 ans, c'est l'arrivée de sa petite sœur. Ok. Je lui dis, ok, alors, vous pouvez m'en parler? Bon, elle me dit, j'étais un peu mis de côté, mes parents se sont beaucoup plus occupés de ma petite sœur, en plus ma petite sœur avait des problèmes de santé, etc. Donc, je me suis sentie un peu mise de côté, et elle a ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, elle s'est remplie du manque qu'elle avait de la part de ses parents. Ouais. Donc, c'est un peu, voilà, et donc...
Elle s'est sentie rejetée, elle avait un parcours, dans son enfance, elle avait très peu de contact, du coup, avec sa petite sœur, et elle avait un frère, et le frère, elle était entre les deux, et en fait, elle se sentait totalement isolée dans sa souffrance. Et elle a commencé à grossir, bien évidemment, et elle a été complètement rejetée à l'école aussi, et oui, où on l'appelait de tous les noms Mhm. d'oiseaux. Donc ça a continué, donc elle a été conditionnée, hein, pendant très longtemps à se sentir rejetée, à se sentir mal dans Mhm. sa peau, etc. Donc ce conditionnement a été sur du long terme, bien sûr. Donc on a été déraciner ça, on a travaillé là-dessus, et en travaillant sur la problème racine, on a pu, du coup, d'un point de vue comportemental, elle a changé de coiffure, elle s'est sentie, elle a compris ce qui s'était passé, elle a délogé les parties qui étaient restées figées dans le passé, énergétiquement, il s'est passé des choses, et donc elle est plus la même personne. Elle avait des problèmes à tous les niveaux, des problèmes au niveau du travail, son carnet de rendez-vous était vide, voilà, en fait, elle était totalement empreinte de ce souvenir qui l'a construite. Elle s'est construite sur ce trauma. Voilà. Et alors, donc, ça a été quoi, en fait, le résultat finalement de ce travail? Donc, Elle a quand perdu du poids, en travaillant sur cette problématique. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails du oui, reste oui, de la oui. thérapie, mais elle a pu effectivement perdre son poids, du poids, sans aucun problème. Mhm. Ah, c'est Voilà. intéressant. Et est-ce que tu as eu des cas où il y a eu de l'anorexie, par exemple? Ça me vient Oui, comme ça, parce que moi, j'étais oui, oui, anorexique quand j'étais enfant. oui. Mm. Oui, c'est souvent des choses qu'on ne digère pas, hein. La boulimie, Mhm. l'anorexie, ce qui est lié à la nourriture, c'est des choses qu'on ne digère pas. Donc, on essaye de montrer au monde ce qui se passe en nous, et il y a pas l'enfant n'a pas d'autre moyen de s'exprimer. En fait, c'est totalement inconscient, mais la nourriture, c'est quelque chose. On ne veut pas se remplir de quelque chose dont on n'a pas digéré. Hein, et la personne donc s'est ramenée sur le plan de la nourriture. Après, il peut y avoir tout un tas d'autres choses, hein, mais on va aller chercher encore une fois les raisons Mhm. de ce comportement, parce que c'est Ouais, devenu un comportement. ouais. J'ai trouvé cette solution, voilà, l'enfant a trouvé cette solution. Mm. Ah oui, donc en fait, le corps, il parle, en fait, hein. C'est ça, hein, ce qui est C'est ça. important de comprendre. En fait, c'est le corps nous envoie énormément de signaux. Et finalement, à terme, ben, à force d'avoir des signaux, ben, ça peut devenir des pathologies, hein, quand on n'y fait pas attention. Et puis ben, après, ça devient, ben, ça peut se transformer en situation où on peut dysfonctionner dans les histoires, dans tout ce qu'on vit finalement, socialement, affectivement, comme je le dis tout le temps, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, c'est intéressant tout ça. J'allais dire, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé par rapport à tout ça. Donc, on sait qu'on peut s'en libérer définitivement, qu'il faut vraiment une part d'engagement personnel pour pouvoir aller au bout de ces difficultés. Comment on sent qu'on va mieux, même si, voilà, moi, je peux être témoin de dire que, effectivement, au bout de quelques séances, enfin bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est ensemble, hein, que je suis en séance avec toi. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui arrivent et qui font que je vois bien qu'il y a des effets qui sont très palpables. Il se passe des choses dans ma vie voilà, qui sont juste magiques. Hein. Et je pourrais, bon, je peux pas en parler vraiment, mais en tout cas, qu'est-ce que toi tu peux dire aux personnes qui s'engagent sur une thérapie? En quoi ils commencent à ressentir qu'il y a quelque chose qui commence à fonctionner, que c'est opérationnel, que c'est efficace? Ben, en fait, la première chose, là, les auditeurs sont intéressés par rapport à leur relation de couple. Hein, donc, on va parler de ça. Ouais. Quand une personne va commencer à rencontrer de nouveau, ça peut arriver, bien sûr. La thérapie, elle ne fait pas tout. Il y a un travail. C'est-à-dire que la personne peut rencontrer
à un moment donné de sa vie, un homme ou une femme qui peut la faire souffrir ou qui soit carrément narcissique, une personnalité narcissique, mais elle le saura. Elle aura travaillé, elle le saura, donc elle ne s'engagera pas dans cette relation. Quand bien même elle irait encore un peu plus loin, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, ça c'est le premier signe, c'est-à-dire qu'au niveau comportemental, elle en a conscience, elle sait, et elle s'est libérée d'un certain nombre de choses et elle sait dire non surtout. Parce qu'on a mis des limites, parce qu'on a travaillé les limites, on a travaillé savoir dire non, on a travaillé tout un tas de choses. Donc elle peut encore attirer, je dirais que la vie va lui proposer des situations test sur lesquelles elle va pouvoir travailler parce que le couple est un magnifique laboratoire, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, elle va pouvoir continuer à travailler, mais elle aura conscience que, oula, ça c'est, pour moi, ça c'est dangereux, ça. Et elle va pouvoir très rapidement identifier qui est la personne et ce que surtout elle ne veut plus. Voilà. Voilà. Et finalement, et après, encore mieux, dans le comportement, je rencontre la bonne personne, c'est-à-dire et souvent, ce qui arrive, alors moi je l'ai dans mes patients, oui, alors j'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment formidable, très empathique, très ceci, très cela, mais je m'ennuie. Mais oui, parce que comme elle a eu que des relations dysfonctionnelles, où c'était toujours, on la rabaissait, ou etc., là, il ne se passe plus ça. Donc, quelque part, ce calme, ce semblant de vide, qui n'est pas un vide, de calme, peut paraître, c'est de l'inconnu. Donc, on va travailler sur cet inconnu, on va travailler sur les choses sur lesquelles la personne, que ce soit depuis l'enfance, elle ne connaît pas. Oui. Ça c'est un point que tu soulèves. Je me permets de te couper, Fabienne. C'est hyper important parce que souvent, les personnes qui ont vécu, et moi moi je l'ai vérifié aussi, quand on a vécu des relations dysfonctionnelles, eh bien, ça peut paraître un peu fade ou sans saveur. Bien que ça m'ait jamais rencontré, finalement, ça m'est jamais arrivé de l'expérimenter, mais souvent, les retours qu'on fait, enfin que je lis, que j'entends, les commentaires, beaucoup de personnes font apparaître le fait que finalement, ils se sentent vivants quand ils vivent des relations dysfonctionnelles, parce que comme tu dis, ça renvoie au connu. Donc, ça met toujours un petit peu sur le fil du rasoir, toujours en état en tout cas où l'émotionnel il est vraiment sollicité en permanence. Et l'émotionnel, ça peut être le côté anxieux, ça peut être la colère, ça peut être des sensations qui ne sont pas forcément très agréables, mais comme tu dis, c'est vrai que ça renvoie, comme tu dis, dans le travail, à faire face à la part d'inconnu qui ne fait pas partie du programme en fait. L'inconnu qui renvoie quelque chose de stable, qui peut être harmonisant, qui peut être hyper agréable à vivre, mais comme on ne le connaît pas, il y a un rejet. Il y a toujours un besoin, une espèce de quête inconsciente d'aller chercher ce qui est stimulant, mais qui est toxique. Alors, tout ce qui est stimulant n'est pas forcément toxique. Non, mais là, je parle dans le disons que la personne, elle a les outils, elle saura à qui elle a affaire. Ça, c'est certain. Après, chaque personne est différente et ce sera à elle de prendre la bonne voie ou la mauvaise. Ça lui appartient. Hein. Quand vraiment c'est très ancré, elle peut encore choisir la mauvaise. Mais bon, elle aura les outils, elle en aura conscience. C'est ça, toute la différence, elle est là. Elle est là. Et la personne, comme tu dis, qui se sent vivante, oui, mais si on parle par rapport aux personnalités narcissiques, voire pervers, elles ne sont pas vivantes longtemps. Hein. Non, justement. Très en danger, voire franchement en danger. Et là, c'est sauf qu'il peut, parce que ça peut aller jusqu'au drame. Hein, personnel. Bien sûr. Là, c'est extrêmement problématique. Hein. Donc voilà, il y a des phases de changement qui se font au fur et à mesure. Il faut l'accueillir, il ne faut pas être pressé. Il y a des moments, effectivement, ça se sent, de toute façon, ça se sent, c'est dans le ressenti. Et puis même dans les relations amicales,
une personne qu'on utilise, hein, comme je dis souvent, qui a souvent été utilisée, eh bien, elle va trouver d'autres relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus... où il va y avoir vraiment des échanges dans le bon sens du terme, hein, pas de relation dominant-dominé. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tout ça, c'est qu'une question de reprogrammer un petit peu son système pour justement accueillir les relations qui ne sont pas basées sur la domination, sur le fait d'être assujetti à l'autre. Donc tout ça, ça fait partie finalement du travail entrepris avec le thérapeute. Hein. Avant de terminer, puisque je vois que l'heure elle tourne, pour pas dépasser l'heure, autrement ça va être trop long et peut-être indigeste pour tous ceux qui nous écoutent. J'avais envie de dire, une personne qui veut vraiment quitter une relation dysfonctionnelle, est-ce que si elle s'engage en thérapie, est-ce qu'elle doit, je sais pas, quel est le meilleur conseil? Est-ce que la personne doit quitter, faire le pas de quitter la personne tout de suite? Est-ce que tu as des cas comme ça où les personnes sont encore en relation, donc en souffrance, et s'engagent sur un travail thérapeutique? Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus... Je sais que c'est du au cas par cas, et chaque situation est vraiment unique, mais qu'est-ce qu'il est conseillé en fait? Est-ce que... Alors, moi, en tant que thérapeute, je ne suis pas là pour dire quitter cette personne. Je vais être ferme quand la personne est en réel danger. Oui. Elle peut se suicider, qu'elle peut mettre fin à ses jours. Ça, là, je vais être ferme là-dessus et là, il va falloir protéger. Mon rôle de thérapeute, c'est de protéger, de mettre en garde cette personne. Ouais. Quand la personne, elle est dans cette relation dysfonctionnelle, qu'elle est très en souffrance, qu'elle est... il y a tout un tas je sais pas, un mari qui est là-bas, alcoolique, etc. Moi, j'ai envie de dire que je vais lui expliquer que s'il ne fait pas de travail sur lui pour sortir de son alcoolisme, qu'il ne fait pas de travail sur lui, il y a peu de chances que ça change. C'est-à-dire que quand on travaille avec moi, on n'essaye pas de changer l'autre. On essaye de se changer soi-même, voilà, et de ne plus attirer ce genre de personnes. L'autre, c'est son histoire. Bien sûr. Et le fait qu'il y a un travail qui se fait sur la personne en thérapie va produire des changements à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles en disant maintenant, c'est vrai, etc. Il peut y avoir des sortes de confrontations qui renvoient un miroir à l'autre. Il dit, bon, il serait peut-être bon qu'effectivement j'entame un travail. Bon, sur les personnalités narcissiques, ça n'arrive jamais. Donc, nous, on ne les voit pas, ou quasiment rarement, ou quand vraiment ils s'en peuvent plus, ils viennent en thérapie. Mais bon, là, je tiens à dire quand même que, voilà, il ne faut pas trop s'attendre à ce qu'ils engagent un travail. Donc, voilà, ça se fait, la personne de toute façon sort de ses conditionnements et change elle-même. Donc, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où en interne on change, l'externe va aussi changer. Ouais. Ces relations aussi au niveau du travail vont changer. Souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir par exemple des burn-out, avec des patrons ou des patronnes pas cool, qui vont être très exigeants vis-à-vis de la personne, qui ne vont pas se sentir reconnus de leur travail, etc. Eh bien, le fait de travailler va aussi les aider par rapport à cette problématique. Ouais. Et donc là, le patron ou la patronne de cette personne ne va plus reconnaître la personne en disant ne peut plus fonctionner de la même manière. Et là, il peut y avoir des voies qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, et c'est extrêmement étonnant. Moi, dans mes patients, j'ai des choses vraiment et la personne n'en revient pas elle-même. Ouais. Mais je lui dis non, c'est pas l'autre qui change, c'est vous. Dans vos comportements, vous avez changé. Oui, mais en fait, est obligé de s'adapter à votre changement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est énergétiquement parlant, c'est le fait de libérer les canaux, j'allais dire, je sais pas, c'est comme s'il y avait de l'énergie qui bloquait le corps, en fait. Ça bloque la circulation de l'énergie, les émotions.
ces fameuses émotions qui sont engrammées, dont tu parles, hein, ce que tu cherches à déloger, en fait. Donc, ça a tendance un petit peu à se cristalliser dans certains points du corps et ça empêche la libre circulation de l'énergie. Moi, en fait, je synthétise hein, le propos hein, que tu as. Et du coup, quand on arrive à libérer finalement ces émotions qui sont bloquées, ben forcément que ça laisse la place à plein de choses, à plein de situations, à plein d'événements sur le plan énergétique. Enfin, tout ce qu'on peut attirer. Oui, mais je reviens encore là-dessus. Et il ne suffit pas de libérer ses émotions. Il faut aller chercher la racine du la racine. Quelqu'un qui fait des burn-out à répétition au travail, elle a beau changer de travail, il lui arrive toujours la même chose. Ben, elle attire toujours les mêmes patrons, encore une fois, qui vont l'utiliser, qui vont la faire travailler. La personne a besoin de reconnaissance, donc elle va travailler multiplié par 1000. Elle va rester plus d'heures, etc. Elle sera fatiguée. Bref, pas de limite et paf, burn-out. Donc, c'est la racine. Donc, c'est la racine, encore une fois. On va aller chercher la racine de pourquoi elle a ce comportement, pourquoi elle cherche tant à plaire, pourquoi elle cherche autant de reconnaissance vis-à-vis de son travail et des autres. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que la personne elle se comporte comme ça? Voilà. Et que libérer l'émotion, c'est absolument pas suffisant. C'est pas suffisant. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, ça fait pas de mal, mais ça réglera pas. Ouais, mais c'est bien justement d'insister sur la notion de racine en fait, hein, parce que c'est là justement c'est toute la différence de l'EFT clinique dans les outils que j'utilise par rapport à l'EFT et l'EFT. Hein, on s'est basé vraiment sur des protocoles extrêmement précis, encore une fois, qu'utilisent les médecins, hein, les psychothérapeutes et nous, psychopraticiens. C'est vraiment des choses sur lesquelles on a des résultats avec une centaine d'études, voire plus, randomisées, que ce soit ici, en Europe ou à l'étranger, aux États-Unis. Oui. Hein, donc, et puis... Bon, on utilise encore d'autres outils, mais ce sera encore... mais enfin, en tout cas, ça marche, ça a été prouvé scientifiquement et il y a toutes les preuves, voilà, on sait que ces méthodes-là fonctionnent. En tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, j'espère que tous nos amis qui nous écoutent auront été un petit peu éveillés hein, sur les tenants et les aboutissants finalement de comment on peut régler ces dysfonctionnements relationnels, en tout cas, et notamment ceux qui cherchent à sortir de ce type de relation. C'est pour ça qu'ils sont là et qui nous écoutent. Alors, consécutivement justement à cet entretien que je viens d'avoir avec toi et que tout le monde écoute, hein, tous nos amis, si vous avez tous des questions à poser, parce que je pense qu'il y aura des questions qui vont être posées, donc je vous laisse libre cours, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je vous laisse vraiment la liberté de poser vos questions, que ce soit par le biais de commentaires ou par le biais de mails que vous pouvez m'envoyer, et peut-être aussi, si vous souhaitez rencontrer Fabienne, je vais laisser donc les coordonnées de Fabienne, comment la joindre. Donc, vous verrez, hein, vous déroulez au niveau de la description de la vidéo, vous allez trouver justement comment la contacter. Donc, tu es joignable comment, Fabienne? Alors, moi, je suis joignable par mail et par téléphone. Hein, d'accord, donc voilà, je vais noter tout ça. Et ça, j'essaye de vous rappeler au plus vite. Alors, sur ces questions, Laure, tu as tout à fait raison. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, je ne répondrai pas aux problématiques tout à fait personnelles qu'il a. C'est plus sur des questions sur ce dont on a abordé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sur des choses personnelles, ça va être compliqué de pouvoir répondre et je ne pourrai pas y répondre. Non, là, ça fait l'objet d'une consultation. Hein. Là, on est vraiment, on est vraiment dans un autre registre. Oui, mais en tout cas, je pense qu'on a soulevé tout ça. Donc, les personnes qui nous écoutent peuvent te joindre si elles le souhaitent, peuvent laisser des commentaires pour poser les questions qu'elles souhaitent poser. Bien sûr. Et puis, te rencontrer, donc soit tu peux travailler aussi à distance, hein, vu le contexte. C'est facile à faire. Hein, parce que toi et moi, par WhatsApp ou par Skype ou autre. Voilà. Donc, j'ai des patients de partout, même à l'étranger. Hein. J'en ai jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc, ah oui. 22 000 km, voyez-vous.
Ouais. On a les outils aujourd'hui qui nous permettent effectivement de faire du très bon boulot. Oui. Et ça ne change rien. Hein. Ça Oui, change oui. pas. Non, mais ça marche. Après, il faut que la personne soit enclin à le vouloir, mais ça ne change rien au résultat. Hein, oui, oui. Non, mais voilà, je peux en témoigner, ça fonctionne très bien à distance, voilà, comme ça, comme on se parle aujourd'hui par Skype, c'est parfait. Bah, écoute, Fabienne, je te remercie en tout cas d'avoir accepté cet entretien, j'y tenais. Déjà d'une part parce que je travaille avec toi, que je connais ton efficacité, je connais la qualité de ton travail. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Merci d'avoir accepté cet entretien. Et puis, on ne sait jamais, peut-être, on aura peut-être l'occasion de faire je ne sais pas, une vidéo pour faire questions-réponses, j'en sais rien. On verra en fonction de ce qui se passe derrière cette vidéo. Ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre vidéo, peut-être qu'on abordera peut-être d'autres thèmes ensemble, si c'est le cas, on verra. En tout cas, je te remercie, chère Fabienne. Et puis, on se dit à très très bientôt. Un grand merci à toi de m'avoir invitée. Hein. Oui, oui. Un grand merci. Merci Fabienne. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Et au revoir à tous tes auditeurs. Merci, je vous dis, je vous remercie de m'avoir suivi et de nous avoir suivis. Des auditeurs, pardon. Mais oui, les auditeurs, amis, abonnés, enfin voilà, des belles personnes qui nous suivent. Ça fait tout petit peu plus d'1 heure qu'ils nous suivent, donc merci de nous avoir suivis jusque-là. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt. Au revoir Fabienne, et puis écoutez, à la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.